Pour commencer, je vais vous redonner un pointeur sur le séminaire que j'ai donné la semaine dernière, parce que ça donne un bon complément par rapport au cours qui va à son rythme, vu qu'à chaque fois je fais des démonstrations, pratiquement à chaque fois les démonstrations mathématiques. Là, ce que j'ai fait, c'est sur 3 séminaires, c'était pour une école pour des étudiants de doctorat, une vision du domaine qui est plus proche de l'interface de la recherche, mais qui essentiellement couvre le programme du cours. Donc vous les trouverez, donc il y a 3 séminaires que vous retrouverez, c'est un complément si vous préférez du cours. Il s'appelle les Abdou Salam Lectures, que vous trouverez sur Internet, qui est donné à l'Institut de SCPT de physique théorique à Trieste. Et donc il y a 3 séminaires. Le premier donne une vision sur le lien entre, d'un côté, tout ce domaine d'apprentissage statistique et la physique. Ça, je pense que c'est un lien important parce que la physique, c'est essentiellement la science de la grande dimension jusqu'à relativement récemment. C'est la science qui a consisté à essayer de comprendre les interactions, comment des interactions de particules, d'atomes donnent lieu à des systèmes qui ont des propriétés émergentes, que ce soit des matériaux, que ce soit des gaz. Derrière, il y a toute la physique statistique. Et donc, évidemment, l'enjeu, c'est de comprendre des interactions en grande dimension. Et finalement, tout le domaine de l'apprentissage statistique tourne autour du même sujet. Simplement, ce n'est pas des atomes, ce n'est pas des particules, ce sont des pixels, ce sont des lettres dans un texte, ça peut être des valeurs d'une série temporelle, mais on se retrouve devant le même problème, on a un grand vecteur, et derrière ce grand vecteur, il y a des propriétés émergentes, on voit un chat, on entend des structures musicales, etc. Et le passage depuis ces structures de base jusqu'à ces structures émergentes qui ont une signification, eh bien, c'est l'enjeu de comprendre comment elles se font. Et on retrouve exactement le même type d'outils mathématiques. Et l'un des thèmes qui parcourt tout ce cours, c'est de comprendre comment ça se fait qu'on ne se retrouve pas complètement dominé par la complexité du problème et notamment l'explosion des possibilités, autrement dit la malédiction de la dimensionnalité. La raison, c'est qu'il y a de la structure. Il y a de la structure, on a de l'information a priori autour de cette structure, c'est ça qui nous permet d'éviter une partie de la complexité. Et la question évidemment centrale d'un point de vue scientifique, c'est de comprendre la nature de cette structure. Et en physique, on a une vision qui est un peu plus précise de cette structure, parce que ça fait des centaines d'années qu'on l'étudie. Et notamment, en physique statistique, ça a amené cette théorie, qu'on appelle de groupe de normalisation, qui permet de comprendre l'évolution des structures à travers les échelles. Alors ça, c'est dans un cas de physique, mais cette idée, on la retrouve dans la plupart des problèmes. Et ça a été très bien expliqué en cybernétique. Il y avait un article que j'avais couvert il y a 2-3 ans, qui a été écrit par Herbert Simons, qui était, lui, un économiste, qui analysait différents types de phénomènes, que ce soit en biologie, des systèmes symboliques, évidemment physiques, mais aussi sociaux, observant une chose, c'est qu'on voit une structuration hiérarchique de tous ces phénomènes symboliques. Il y a la lettre, le mot, la phrase, que ce soit des agrégations sociales où on voit des groupes émerger, etc. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on voit apparaître de telles structures hiérarchiques? Et d'autant plus qu'on voit que c'est une espèce de propriété commune de la plupart des systèmes. Et l'argument qu'il avance, c'est que en fait, ces systèmes sont le résultat d'une évolution, d'une certaine manière d'un système dynamique, et que l'organisation hiérarchique est une façon de garantir la stabilité du système. Parce que les systèmes plats, c'est-à-dire sans hiérarchie, ont beaucoup plus de chances de s'effondrer, c'est ça qui est argumenté. Alors, c'est des articles qui sont passionnants à lire, mais d'un autre côté, il n'y a pas de cas de mathématiques du tout derrière.
C'est-à-dire que le premier cadre mathématique qu'on peut imaginer, c'est des structures hiérarchiques avec des arbres, un peu comme on peut représenter la hiérarchie à l'intérieur d'une compagnie. Mais ça, c'est beaucoup trop rigide parce que ça n'explicite pas les interactions qu'on peut avoir à un même niveau, avec votre voisin de bureau, avec des particules entre elles, etc. Donc les interactions sont beaucoup plus complexes. J'avais mentionné très rapidement ça à la fin du dernier cours. Et donc on a à la fois des interactions horizontales, locales, d'où les types de modèles de Markov, et en même temps des interactions hiérarchiques qui peuvent potentiellement expliquer l'existence de phénomènes de grande portée. Donc c'est comprendre ce genre de système qui est au cœur de tout ça notamment. Le groupe de normalisation est une première approche qui a fonctionné que sur des modèles assez simples, donc j'explique ça. Et les réseaux de neurones, par contre, fonctionnent sur des modèles beaucoup plus compliqués que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans des modèles physiques. Et donc ce pont entre ce qu'on sait faire en physique sur des modèles plus simples, mais malgré tout pas si simples que ça, et ce qu'on sait faire sur les réseaux de neurones sur des problèmes beaucoup plus compliqués, de langage, d'images très complexes comme celles que j'ai montrées, c'est un des enjeux finalement de la recherche théorique actuelle, et c'est un peu de ça dont parle Sélactius. Donc le deuxième séminaire couvre la partie multi-échelle, transformée en ondettes, qui sont des outils qui sont maintenant standards d'analyse harmonique, qui sont utiles parce que c'est les outils qui nous permettent de voyager à travers les échelles. Comment on passe d'une échelle à l'autre dans un cadre plus simple, qui est le cadre, par exemple, des images, des séries temporelles, où on a des données qui sont uniformément échantillonnées. Alors pourquoi c'est plus simple? Parce qu'on n'a que d'autres types de données désordonnées, comme par exemple dans un réseau non structuré, parce qu'il y a la notion de translation. Et donc si vous avez la translation, vous avez un groupe sous-jacent, vous avez un groupe, vous avez la transformée de Fourier, et donc on se retrouve en analyse harmonique. Et donc il y a tout un pan de mathématiques, qui est l'analyse harmonique, qui rentre immédiatement et qui permet de définir la notion d'échelle et de se balader à travers les échelles. Donc ça marche quand même pour tout ce qui est images, séries temporelles ou données volumétriques, etc. Donc ça, c'est d'une certaine manière la review de la deuxième présentation. Chacune fait à peu près 1 heure. Et la troisième est aussi en lien avec le cours. Je vous raconte tout ça parce que je risque de ne pas arriver jusqu'à la fin au rythme où le cours avance. Comme ça, vous aurez la fin et puis vous aurez les détails mathématiques donnés par le cours. La dernière, c'est sur les méthodes de génération avec les techniques de score, de diffusion de score ou de score de débruitage, score denoising, débruitage par la notion de score. Donc ça, on va parler aujourd'hui de la notion de score. Donc ça, il y aura un séminaire aussi de Francis Bach là-dessus. Mais ça, c'est vraiment les techniques qui fonctionnent très bien actuellement. Et la question, c'est justement de faire le pont entre ces techniques et des modèles plus simples qu'on sait analyser, notamment à travers ce groupe de normalisation. Et donc là, on est devant un réseau de neurones qui calcule ces scores. Déjà, il faut comprendre d'où vient cette notion de score et comment ça fait du débruitage. Alors la notion de débruitage, évidemment, ça est quelque chose qui a été étudié depuis les années, au moins depuis les années 40, avec ce qu'on appelle le fil de Wiener, de façon très intense. Donc il y a beaucoup de techniques qui ont été développées, et puis boum, tout ça a été considérablement amélioré par les réseaux de neurones. Alors c'est assez étrange parce que d'un côté, on a plein de techniques qu'on a développées pendant 40-50 ans, qu'on connaît bien, qu'on comprend bien, et puis tout d'un coup, on a un système complètement non linéaire qui fait beaucoup mieux. Et évidemment, à nouveau, l'enjeu, c'est de comprendre le lien. Il doit y avoir un lien parce que quand même, pendant 50-60 ans, les gens ont travaillé dans des directions pas complètement absurdes. Et ça, c'est une des questions pour comprendre ces réseaux de neurones. Donc ça, c'est une des choses que
que j'évoque, où je donne un certain nombre d'éléments dans ce séminaire. Et puis, le deuxième aspect, c'est évidemment de comprendre la structure des réseaux. Et là, à nouveau, on retrouve cette organisation multi-échelle, en tout cas en partie. Donc voilà, ça, c'est les thèmes qui sont directement reliés, plus que reliés, c'est vraiment ça correspond au cours, sauf que ça va plus vite et donc je couvre plus de choses et ça vous donne une meilleure interface avec les questions de recherche. Alors, ce que je vais faire là, c'est revenir là où on était, et donc on va passer à la question de l'apprentissage de paramètres. Donc l'apprentissage de paramètres, quand on a un modèle, ça veut dire qu'on a déjà défini une famille de modèles de distribution de probabilité qui typiquement va être des modèles de Gibbs. Donc vous avez une énergie qui Uθ de x qui va vous définir une distribution de probabilité, Zθ c'est ce qui vous permet de renormaliser la proba, et donc vos énergies elles sont paramétrées. Et le problème, ça c'est typiquement à nouveau θ, c'est l'ensemble des poids d'un réseau de neurones. Donc typiquement, à partir de ça, ce qu'on aimerait, c'est trouver le meilleur θ pour approximer la vraie distribution de probabilité, sachant que la vraie distribution de probabilité, vous ne la connaissez pas. Tout ce que vous connaissez, ce sont des échantillons qui vous sont donnés, typiques de la distribution de probabilité. Donc, à partir de ces échantillons, on aimerait trouver le meilleur θ. Donc, la question, évidemment, c'est de définir déjà une métrique ou une mesure naturelle pour pouvoir estimer le θ à partir de ces xi. Donc ça, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qui a été... Fisher a proposé une solution. Donc ça date d'un très très bel article, 1923, que j'aime bien citer parce que cet article, ça montre la permanence des idées profondes en maths. 1923, il écrit un article, fondation qu'il appelle Mathematical Foundation of Statistics, les fondations mathématiques des stats, et donc de façon assez claire, sans modestie, et il a raison, parce que dans cet article, il établit essentiellement la plupart des grands principes de statistique, notamment la notion de maximum de vraisemblance qu'on va utiliser ici, mais aussi la notion de consistance, la notion de variance, la notion d'estimateur, en fait à peu près tout le cadre mathématique dans lequel on travaille toujours. Et donc c'est bien la notion de maximum de vraisemblance, et l'idée c'est de dire en fait, il pose exactement cette problématique, trouver le meilleur θ dans une famille, et l'idée c'est que ce que vous avez envie, c'est que pour le meilleur θ, Pθ de xi soit probable. C'est trouver la distribution de probabilité pour laquelle il y a beaucoup de chances que les xi soient des réalisations. Donc autrement dit, vous pouvez aussi maximiser le log, et l'idée c'est que vous allez vouloir maximiser en moyenne sur la distribution x le log de Pθ, et donc vous allez pouvoir définir le meilleur θ comme étant celui qui va maximiser cette quantité qu'il appelle la vraisemblance. La vraisemblance d'un paramètre. Et donc le problème est posé comme étant un problème d'optimisation, de maximisation du θ. Là-dessus. Et donc, on tombe immédiatement sur un problème d'optimisation. Donc ça, c'est point de vue 1923 de Fisher. Et puis, il y a une autre façon de réinterpréter ça, ce qu'on va voir maintenant, qui est un point de vue plus de théorie de l'information. Donc ça, c'est Shannon. On va voir ça rapidement. Donc... 1948, je crois, son premier papier.
Et ça essentiellement, et donc c'est à travers la notion d'entropie et de mesure de Kullback, de divergence de Kullback. Alors Kullback-Leibler, c'est un peu plus tard, mais c'est aussi, ça s'appelle de l'entropie relative. Alors l'idée, c'est la suivante, c'est de dire, on va introduire la notion donc, de ce qu'on appelle de divergence de Kullback-Leibler, P et Pθ, et on va voir le lien tout de suite, qui est l'intégrale de P de x log de P de x divisé par P θ de x. Donc je vais vous le définir pour n'importe quelle distribution, pardon, P et Q. P et Q, Q de x, dx. Donc, cette quantité ici, c'est une quantité qui n'est pas symétrique. Si vous inversez P et Q, ce n'est pas symétrique, mais on va voir tout de suite que c'est quelque chose qui est positif. Alors, quel est le lien? Le lien, c'est que ceci, ça peut s'écrire comme une somme de deux termes, l'intégrale de P de x dx moins l'intégrale de P de x log de Q de x dx. Et donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est que si vous regardez en lien avec ce dont j'ai parlé, si vous prenez pour Q les Pθ, eh bien là, alors l'intégrale de P de x dx, on va voir, ça c'est moins l'entropie. Et puis ici, ce que vous avez, c'est P de x log de Pθ, et c'est donc exactement cette espérance ici. Et donc, vous allez avoir moins, si j'appelle ceci likelihood, en anglais c'est likelihood, donc on l'appelle souvent L, ou la vraisemblance. Ça, c'est, je peux le réécrire comme ça, P de log de Pθ, autrement dit, ça va être le moins likelihood. Et donc, maximiser cette quantité, comme ça c'est une constante, c'est minimiser cette quantité. Et donc, il y a une équivalence entre les deux. Alors, pourquoi cette quantité, donc ça c'est le point de vue théorie de l'information, pourquoi cette quantité est une quantité naturelle à considérer? Parce que cette notion de divergence, c'est pas une métrique, parce que ce n'est pas symétrique, mais c'est une notion de similarité qui est très utile. D'abord, il y a deux propriétés fondamentales. C'est que c'est une quantité qui est toujours positive. Et P égale Q, c'est égal à 0 si et seulement si P égale Q. Donc c'est bien une mesure de similarité. Et puis, si jamais vous avez, on va démontrer les deux, des distributions qui sont indépendantes, donc si vous avez P de x qui va s'écrire comme un produit des variables P de xi, où x c'est x1, xd, et Q de x qui est aussi un produit, alors si vous regardez la distance de Kullback-Leibler de PQ, ça va être la somme sur I des distances de Kullback entre chacune des distributions. Donc ça, c'est une propriété fondamentale qui, en fait, si vous imposez ces propriétés, vous arrivez à remonter à la distance de Kullback. Ça veut dire qu'il y a, si jamais vous avez des sommes, des phénomènes indépendants, c'est une sorte d'additivité de l'information. Alors, la distance de Kullback-Leibler, ça peut s'interpréter en termes de codage. C'est en termes de nombre de bits, ça peut mesurer exactement. Si jamais vous avez une distribution de données qui suit une loi de probabilité P et que vous l'approximez et que vous voulez faire un codage en supposant que la distribution suit une loi de probabilité Q, vous allez faire un codage qui n'est pas optimal. Combien de bits vous allez perdre dans ce codage, c'est exactement donné par la distance de Kullback-Leibler qui s'appelle aussi l'entropie relative.
c'est l'entropie relative entre Q et P. Donc ça a beaucoup d'interprétations en termes de théorie de l'information, et c'est une mesure très naturelle qu'on voit apparaître aussi en statistique, qui s'explique intuitivement avec la notion de maximum de vraisemblance. Alors je vais quand même démontrer ces deux propriétés qui sont vraiment très importantes. La première propriété, donc vous regardez la distance entre P et Q, donc c'est l'intégrale de P de x log de P de x. Alors je vais l'écrire, je vais l'inverser, je vais l'écrire comme log de Q de x sur P de x, et ça c'est moins log de P de x sur Q de x, donc je vais mettre un signe moins comme ça. Et ce que vous observez, c'est que évidemment le log, c'est une fonction qui est concave, donc vous avez une moyenne de quantité ici, moyennée suivant la distribution P, et vous avez l'inégalité de Jensen qui vous dit que quand vous avez une fonction qui est concave, si vous faites la moyenne des valeurs de la fonction, par exemple ici, là la moyenne pondérée, elle va être quelque part là, elle est plus petite que la valeur de la fonction à la moyenne. Donc ça, c'est parce que la fonction log, elle est concave. Donc, l'inégalité de Jensen vous dit que si je regarde cette intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de P de x log de la quantité qui m'intéresse que je suis en train de moyenner, la moyenne de ces quantités, ça va être plus petit que le log de la moyenne. Donc ça, c'est plus petit que le log de l'intégrale. Log de la moyenne, c'est-à-dire P de x fois, donc je moyenne cette quantité, Q de x sur P de x dx. Et là, vous voyez, ça se simplifie. Q, c'est une distribution de probabilité, donc l'intégrale de Q de x, ça vaut 1. Et donc le log, ça vaut 0. Donc ça, vous savez que ça, c'est plus petit que 0. Et donc, si ça, c'est plus petit que 0, si vous mettez un signe moins, ça, c'est plus grand que 0. Et donc, vous avez la première propriété. Okay. La deuxième, donc ça, c'est juste l'inégalité de Jensen. La deuxième, elle est encore plus simple. Alors, vous pouvez la faire pour 2. Hein, on peut faire x égale x1, x2. Ensuite, vous pouvez itérer ça. Ben, ça, c'est un calcul direct. Si vous calculez la distance de Kullback de P et de Q, vous allez avoir l'intégrale de P de x1 fois P de x2 log de P de x1 fois P de x2 divisé par Q de x1 fois Q de x2. Donc, dx1, dx2. Donc le log du produit, c'est la somme des logs. Donc vous allez retrouver avec un P de x1, P de x2 fois le log du premier rapport. Donc ça, c'est la probabilité P1, P2, P1, P2. Oui, je ne l'ai même pas appelé P1, P2, donc on s'en fout. P de x1 sur Q. Ouais, d'accord, il faudrait que... Ça, c'est les probabilités PI, QI. Oui, PI, QI. Voilà. C'est Q de x, voilà. P1 de x1 sur Q1 de x1, plus le log de P2 de x2 sur Q2 de x2, dx1, dx2. Et donc, si vous preniez le premier terme, il est intégré par rapport à px1, px2, mais ça, il ne dépend pas de x2, et comme l'intégrale dx2 de p de x vaut 1, ça va disparaître, et vous allez vous retrouver avec p de x1 fois le premier terme. Et ça, c'est le premier terme. Donc vous allez avoir que KL de PQ, vous allez retrouver que c'est KL de P1 sur Q, entre P1 et Q1. Et puis le deuxième terme, il est là, P2 Q2 X2, pareil. Là, vous avez le produit,
mais l'intégrale, comme ça ne dépend pas de px2 sur p de x1, va disparaître. Il va vous rester que l'intégrable sur p de x2, et vous allez donc vous retrouver avec le deuxième terme. Alors, l'intérêt de faire la démonstration, c'est juste de comprendre pourquoi le log il est complètement fondamental ici. Le log il est complètement fondamental parce qu'évidemment, c'est lui qui transforme un produit en une somme. Donc, si jamais vous voulez avoir ce genre de propriété, on démontre que forcément on a un log, et donc ce genre de propriétés vont impliquer le fait que la la divergence, nouveau ce n'est pas une métrique, va s'écrire sous forme d'un log comme ceci. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, ces deux propriétés sont fondamentales pour caractériser cette métrique. Donc la manière dont on peut spécifier le problème, c'est comme une minimisation, trouver le paramètre qui va minimiser la divergence de Kullback-Leibler entre la vraie probabilité et le modèle. Et ce qu'on sait, c'est que si cette divergence à nouveau vaut 0, eh bien, vous avez trouvé le vrai modèle. Alors, ça, c'est le point de vue des réseaux de neurones. C'est-à-dire que si jamais vous prenez un réseau de neurones, la plupart du temps, par exemple, pour faire de la classification, pour faire de l'estimation, vous allez voir que à la sortie de votre réseau de neurones, vous allez bien, la plupart du temps, avoir une boîte, et ce qui va être sorti, qui va être avec θ qui correspond à l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire les poids, et ce qui va sortir, c'est le log de pθ de x, et ce qui est utilisé comme métrique bien souvent quand on ne fait pas de la régression, quand on fait de la classification pour trouver le meilleur θ, c'est une entropie relative, c'est-à-dire exactement une distribution de Kullback-Leibler. La plupart de ces problèmes de réseau de neurones sont spécifiés en termes d'apprentissage d'une probabilité. On avait vu dans le premier cours, parce que si vous faites de la classification, ça peut s'interpréter comme une probabilité conditionnelle, maximiser la probabilité conditionnelle de la classe étant donné la donnée, ou si vous faites de l'apprentissage non supervisé de distribution de probabilité, on retombe sur le même problème. On veut minimiser une distance de Kullback ou maximiser une divergence. Donc c'est vraiment c'est intéressant de voir qu'en 2020, on est toujours dans le programme mathématique de Fisher, c'est-à-dire trouver le paramètre θ tel que P de θ soit le plus proche possible de P au sens du maximum de vraisemblance. Seule chose, c'est qu'on a un peu sophistiqué ce qu'était Pθ. Dans l'exemple du papier de 1923, Pθ, c'est une gaussienne de variance fixée par θ. D'accord ? Donc la différence entre ce qu'il faisait et ce qu'on fait maintenant, c'est juste la forme du Pθ. Mais le cadre conceptuel, c'est le même. Alors, il y a quand même deux classes de problèmes qui sont très différents. En tout cas, un qui est beaucoup plus simple que l'autre. C'est le cas où on prend Uθ quelconque, c'est-à-dire une fonction très non linéaire de θ. C'est typiquement ce qu'on va faire dans un réseau de neurones. Et c'est le cas linéaire. Alors, peut-être avant de rentrer là-dedans, on va parler de l'optimisation. Pour faire l'optimisation, donc, il faut minimiser la vraisemblance. Donc, c'est plus facile de minimiser des choses, donc on va prendre moins la vraisemblance, qui est le terme qui apparaît dans la distance de Kullback-Leibler. Donc, moins la vraisemblance, c'est-à-dire moins l'espérance P de x de log probabilité. Alors, Pθ, c'est donc moins vrai. À nouveau, je vous l'écris comme ça. On est en train de regarder cette quantité-là. Log Pθ. Donc, ça va être le log de Pθ. Pθ, je l'ai là-haut. Ça va être moins Uθ de x moins log de z
θ, la constante de renormalisation, dx. D'accord? Donc cette quantité-là, autrement dit, l'intégrale de P de x U de x, et puis l'intégrale de P de x log de dθ, ça me donne directement log de zθ. Voilà, donc ça c'est la quantité que je voudrais minimiser. Et je veux le calculer, le minimiser sur θ. Donc en apprentissage statistique, on a un outil d'optimisation, c'est la descente de gradient. Donc il y a plein de manières de l'implémenter. Il y a plein d'algorithmes numériques derrière, et notamment descente de gradient stochastique, mais le concept de base, c'est la descente de gradient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de calculer le gradient. Alors déjà, évidemment, si on veut minimiser, ça implique que le gradient sur θ de L de θ et donc, on a besoin de regarder ce que ça veut dire cette condition. Alors, il y a une première propriété qu'on va montrer tout de suite, c'est que le gradient de L de θ, avec à nouveau, je vais mettre un signe moins, ça va être l'espérance du gradient par rapport à θ de Uθ. Donc l'espérance, elle est prise par rapport à la distribution de x, d'accord, moins l'espérance par rapport à pθ du gradient par rapport à θ. Alors, je vais peut-être vous prendre deux variables en θ pour pas qu'on confonde les choses. Je vais peut-être l'appeler θ, je sais pas, θ bar. Donc ça, c'est le gradient par rapport à θ pris en θ bar, pθ, gradient, donc l'espérance par rapport à θ bar de U en θ bar de x. Ça, vous voyez, là, c'est juste la variable pour indiquer que cette quantité-là, je fais bien le gradient par rapport à cette variable-là. Donc, on peut calculer ça, on va le montrer. Alors, il suffit de prendre cette expression et de calculer la dérivée. Donc, on y va. Gradient Lθ. Ça va me faire un gradient de ce terme-là. Donc, c'est l'intégrale de P de x du gradient par rapport à θ de Uθ de x dx. Et puis, j'ai un deuxième terme, c'est le gradient du log de la constante. Et donc, le gradient du log, ça vous donne le gradient de zθ par rapport à θ divisé par rapport à zθ. Alors ici, vous reconnaissez le premier terme, il est plutôt là, d'accord, c'est l'espérance par rapport à la distribution P du gradient de Uθ. Et maintenant, il y a le deuxième terme. Alors, le deuxième terme, il faut le calculer. C'est quoi zθ? C'est la constante de normalisation. Donc, c'est l'intégrale. C'est ce qui fait que la distribution de probabilité est d'intégrale 1. Donc, pour z, comme vous avez mis zθ moins 1 devant, ça va être l'intégrale de U de x dx. Donc, ça, calcul classique. Vous faites le gradient de ça par rapport à θ. Donc le gradient de zθ, vous allez avoir un gradient de Uθ qui va sortir, E puissance moins Uθ de x dx. Maintenant, si vous divisez ça par zθ, vous avez un zθ, donc moins 1, qui apparaît ici. Et là, ce que vous reconnaissez, zθ moins 1 puissance moins Uθ, c'est précisément la distribution de probabilité. Je vous rappelle, dθ, c'est zθ moins 1 puissance moins Uθ. Donc là, ce que vous reconnaissez, c'est l'espérance par rapport à pθ des
du gradient rapport à θ de Uθ de x. Et donc, simplement, j'ai un signe moins qui sort, parce que quand j'avais fait le gradient par rapport à zθ, ici, j'ai un signe moins qui sort. Pardon, et donc j'ai un signe moins qui sort, et donc ceci, c'est moins l'espérance. Donc, une chose qui est importante, c'est que le gradient, à quelles conditions est-ce que le gradient en Lθ est égal à 0 ? Eh bien, en θ, eh bien, il faut que l'espérance de la distribution que je veux approximer du gradient de l'énergie, gradient de l'énergie, c'est les forces, en quelque sorte, si vous voulez, est égal à l'espérance par rapport à P du gradient de θ de Uθ. Je peux enlever le x, distribution. Donc, ça veut dire qu'on a des moments, d'accord ? Ça, c'est un moment d'une manière générale, je vous rappelle, hein, ça va être l'intégrale de P de x, f de x dx. Donc ça, c'est un moment qui est pris par rapport à une fonction f qui se trouve être le gradient de l'énergie, qui est donc un vecteur, parce que si θ, j'ai toute une série de paramètres, ça c'est un vecteur, donc ça c'est une inégalité entre vecteurs, autrement dit, je vais avoir une famille de moments qui sont définis ici, que je vais pouvoir calculer, et qui doivent être matchés, qui doivent être satisfaits par la distribution Pθ. Donc il faut que j'ajuste, autrement dit, ma distribution pour que j'ai les mêmes moments. Ça s'appelle aussi, en anglais, moment projection, ou projection de moment. Parce que ce qu'on est en train de faire, si vous pensez en termes d'énergie, c'est-à-dire en termes de Uθ, on est en train de trouver le θ, c'est-à-dire le paramètre de l'énergie, ici, tel que, en moyenne, les gradients des énergies, à nouveau que vous pouvez assimiler à des forces, soient égales à l'équilibre. Et donc on appelle ça aussi une projection, voilà, projection de moment. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir pour le meilleur θ. Donc si je prends le gradient, disons le meilleur θ, ça va être ce qui est le θ qui va maximiser le likelihood, c'est celui qui va avoir cette propriété-là. D'accord ? Donc, question maintenant, comment on fait pour le trouver ? Comment on fait pour le trouver ? On fait une descente de gradient. Donc, on va faire une descente de gradient. Alors, la descente de gradient, ça veut dire qu'on va modifier petit à petit le θ. Donc, itérativement, en θ en t plus 1 moins θ de t, ça va être epsilon, ça va être moins epsilon le gradient, mais la quantité que je veux minimiser, c'est moins L de θ. Donc, si je vous l'écris comme ça, c'est gradient de θ de moins L de θ. Donc j'ai du moins, ça devient plus. Donc c'est plus epsilon gradient de L de θ. Et donc le gradient de L de θ, ça va être epsilon fois l'espérance par rapport à Pθ du gradient de l'énergie, moins l'espérance par rapport à P du gradient de l'énergie. Alors ensuite, on va mettre les bons θ de U θ. Alors, en θ de t plus 1 moins θ de t, c'est-à-dire que ici, je suis en θ de t.
D'accord? Donc je suis à l'état θ de t, j'ai calculé le meilleur, je suis arrivé à un certain paramètre θt, le paramètre θt, il définit une distribution de probabilité pθt dont l'énergie c'est uθt, et puis ce que je fais, c'est que je modifie le paramètre θ dans la direction de l'erreur des moments. L'erreur des moments, c'est la différence entre les moments, c'est-à-dire la moyenne du gradient de l'énergie, à nouveau, des forces d'une certaine manière, moins ce que je devais, ce que j'ai pour θt, moins ce que je devais atteindre, et je bouge dans cette direction-là. Donc tout semble OK, sauf qu'il faut calculer ça. Alors comment on va calculer cette quantité-là? Si je suppose que Uθ, c'est une énergie paramétrée, je vais vous prendre un exemple juste après, je peux calculer ce gradient. Comment on calcule l'espérance? Le P, je ne le connais pas. Comment je fais? Comment je peux calculer l'espérance par rapport à P? Oui, Monte-Carlo. D'accord? C'est une espérance, c'est une intégrale. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, la façon la plus efficace, c'était justement de prendre des échantillons aléatoires, indépendants. Coup de chance, c'est ce qu'on nous donne au départ, des exemples indépendants. Donc on va utiliser une approximation de Monte-Carlo, juste pour insister. Qu'est-ce que c'est à nouveau que cette quantité que je veux calculer? C'est une intégrale sur, c'est-à-dire la moyenne, à nouveau, ça c'est un vecteur. Donc j'ai une intégrale en très grande dimension, parce que là, j'ai typiquement un très grand nombre de variables, et cette intégrale en très grande dimension, eh bien, je l'approxime par une somme de Monte-Carlo, c'est-à-dire une somme sur des échantillons aléatoires qui sont des réalisations de P. Autrement dit, c'est des variables aléatoires indépendantes qui ont la même distribution que P, et donc je vais évaluer la fonction. Ici, la fonction, c'est ce gradient, donc je vais évaluer la valeur du gradient en xi. D'accord? Donc le fait que dans une base de données, au départ, on vous donne des exemples qui sont censés être indépendants, c'est complètement fondamental parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir faire vos calculs d'intégrale par des méthodes de Monte-Carlo qui vont converger pourvu que ça, ce soit des fonctions qui soient bornées. Donc il vous faut un peu de régularité dans ce cas-là. Donc ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Je fais la somme, hop, j'ai mon résultat. Le problème, il est là. Comment je fais pour calculer ça? Ou quel est le problème, éventuellement, potentiel? Le problème, c'est que, vous voyez ici, ça, je n'ai pas eu le calculer, parce qu'il se trouvait que j'avais n échantillons indépendants de la distribution P. D'accord? Donc, il m'a suffi de sommer. Si je veux faire la même chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je prenne ma distribution Pθ de t de x et que je calcule n échantillons indépendants de cette distribution. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'échantillonne ma distribution. Mais échantillonner la distribution, c'est ce qu'on va voir à partir du cours précédent ou à la fin de ce cours. Déjà, on va commencer, ça va nous prendre du temps. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Typiquement, ça va demander de construire une chaîne de Monte-Carlo, puis d'itérer. Chaque échantillon, c'est beaucoup de calculs. Or, ce n'est pas un échantillon qu'il vous faut, c'est un grand nombre d'échantillons, parce que ce qu'on a vu, c'est que la variance de cette quantité-là,
typiquement, elle est en sigma carré sur n, où sigma, c'est typiquement de l'ordre de la plus grande valeur que peut prendre votre gradient. Donc n doit être suffisamment grand pour avoir une précision, donc il va vous falloir calculer plein d'échantillons, et c'est là qu'on arrive sur les techniques de Monte-Carlo, Markov Chain, MCMC, sur lequel on va arriver. Donc ça, conceptuellement, ça marche bien, simplement, c'est très très long. Alors, ce qu'on va voir juste après, et là, c'est intéressant parce que si on regarde les dates, essentiellement, le sujet, il n'a pas beaucoup avancé, quoi. Je veux dire, il a avancé autour des années 50 avec Shannon, et puis depuis 1948, c'était la vision des choses. Et puis 2005, il y a eu une très belle idée qui a permis de contourner ce genre de choses, c'est justement les idées de score matching qu'on utilise dans ces algorithmes de score diffusion. Donc on va voir ça, et on va voir en quoi est-ce que ce genre d'idée permet d'éviter ce rééchantillonnage, mais il n'y a pas de miracle dans ce genre de choses. Quand on arrive à éviter l'essentiel du coût calcul, c'est que ça risque de ne pas toujours marcher. D'accord ? Donc, on va voir un peu le trade-off qu'on va avoir avec ça. Mais avant d'aller là-dedans, je voudrais finir de bien comprendre cette technique parce que c'est la base. C'est la base au sens où c'est ça qu'on a envie de faire. C'est la bonne métrique, c'est ça qu'on a envie de faire. Éventuellement, on va trouver des trucs numériques en remplaçant cette métrique par une autre métrique. Mais avant de passer à d'autres métriques et de voir comment on peut les approximer avec d'autres métriques dont les calculs sont plus rapides, on va essayer de mieux comprendre les propriétés de cette métrique. OK. Donc, on est dans cette situation. Alors, c'est compliqué, mais c'est faisable, hein, parce que jusqu'à récemment, c'est toujours ce qu'on faisait. Juste que ça voulait dire qu'on était limité à des signaux ou des données qui ne sont pas trop grandes pour faire ce genre de calcul. Alors, avant de passer donc au score matching, je voudrais essayer de regarder le cas particulier qui est très important, qui est le cas linéaire. Le cas linéaire, c'est le cas qui est très souvent, essentiellement, qui était quasiment exclusivement étudié avant l'arrivée des réseaux de neurones. C'est aussi le cas qui est utilisé en physique. C'est le cas où on dit que l'énergie, on la paramétrise, mais on la paramétrise de façon linéaire. C'est-à-dire que je vais définir U comme une décomposition linéaire avec des paramètres de 1 à... disons m, θk, fois des fonctions phi k de x qui vont être définies a priori. Donc je fais tout simplement une décomposition linéaire sur un espace linéaire. Ça, c'est les paramètres de décomposition de ceci. Alors ça, on va l'écrire sous la forme d'un produit scalaire que j'écrirai toujours. Donc θ, c'est l'ensemble ici des paramètres θk. Donc j'en ai grand M. Produit scalaire avec la fonction le phi de x. Et phi de x, c'est la famille de fonctions sur laquelle je fais ma décomposition. Donc, en machine learning, ça s'appelle un feature vector. C'est un nom pas... En physique, ce sont les fonctions potentielles qui décomposent votre énergie. D'accord ? Donc, on va se placer dans ce cadre-là. En physique, les θk, ça s'appelle les coefficients de couplage, parce que souvent, ça correspond à des couplages entre deux éléments de votre système qui sont représentés par la fonction phi k. Donc voilà, on va se mettre dans ce cas-là. Donc, vous pouvez voir Uθ comme un élément d'un espace vectoriel V, où l'espace vectoriel V, c'est l'espace qui est généré par la famille de fonctions phi k. D'accord ? On fait une représentation au niveau de l'énergie qui est complètement linéaire. Et donc maintenant, sous cette hypothèse-là,
on peut regarder quelles sont les propriétés de la distribution de Kullback-Leibler, de l'erreur. Donc l'erreur entre P étoile et minimum, donc ça veut dire que, je vais prendre l'appeler T étoile, c'est le, alors on l'écrit MLE, souvent Maximum Likelihood Estimator, donc maximum de vraisemblance. Donc la question, c'est comment donc il y a caractérisé Pθ. La première propriété, c'est que Pθ étoile, ça c'est équivalent de dire que Pθ étoile est la distribution qui maximise l'entropie donc l'entropie d'une distribution Q, c'est moins l'intégrale de Q de x log de Q de x dx, est telle que alors juste une chose, dans le cadre là-bas, c'est quoi le gradient par rapport à θ de Uθ? Dans ce cas-là, comme Uθ c'est produit scalaire entre θ et phi, ce gradient, ça va être tout simplement phi. Donc, les contraintes que j'avais là-bas, c'est-à-dire que j'ai une égalité entre les gradients, ça veut dire que dans ce cas-là, on va avoir une égalité entre l'espérance de θ de phi et l'espérance de p de phi. Ça, c'est le fait que le likelihood soit maximum. D'accord? C'est la contrainte qu'on a vue. Donc, ce qu'on montre ici, c'est qu'en fait, cette distribution, on peut la revoir comme étant la distribution qui a une entropie maximum et qui satisfait que l'espérance sur Q, c'est égal à la bonne espérance sur P. Donc on peut oublier complètement l'aspect paramétrique et revoir le problème comme étant la recherche d'une distribution contrainte par des moments. Les moments, c'est les moments sur vos feature vecteurs ou sur votre fonction potentielle, et qui a une entropie maximum. Et en fait, ce que ce résultat démontre, c'est que si vous faites cette optimisation, alors vous allez retomber sur la distribution paramétrique qui est définie et qu'on a étudiée jusqu'à maintenant. Alors, on va montrer ce résultat. Donc, ça réinterprète à nouveau en termes de théorie de l'information ce point de vue d'estimation paramétrique en oubliant complètement l'aspect paramétrique. Donc, pourquoi comment ça se fait que les paramètres apparaissent? Si vous écrivez le problème d'optimisation, vous avez un problème de maximisation, ici, d'une fonction, qui est une fonction concave. Et cette optimisation, elle est contrainte par ces moments, et ces moments, qu'est-ce que c'est? C'est des contraintes linéaires, parce qu'en fait, c'est l'intégrale. Votre inconnu, c'est Q de x, d'accord? C'est ça que vous voulez chercher. Et ce que vous savez, c'est que l'intégrale de Q de x contre phi de x dx, elle est égale à une certaine valeur qui correspond précisément au vrai moment. D'accord? Vous avez toute une famille de contraintes parce que vous en avez grand M. Pour chaque cas, autrement dit, si je réécris ça, ça revient à écrire que pour tout cas, l'espérance de phi k, c'est phi k et l'espérance de phi k. Vous avez M équations comme ceci, d'accord, que j'écris
sous forme vectorielle où je peux l'écrire coordonnée par coordonnée. D'accord? Et puis, vous avez évidemment aussi quand même une autre contrainte, c'est que l'intégrale de q de x dx égale à 1. Et puis, vous voulez, sous ces contraintes-là, maximiser votre fonction concave de vos inconnus que sont les valeurs des q de x dx. Bon, quand on a un problème comme ça de maximisation d'une fonction concave sous contrainte linéaire, on sait qu'on peut trouver la solution. Comme la fonction elle est strictement concave, elle va être unique et elle va être définie par le Lagrangien. Donc on écrit le Lagrangien du problème. Donc l'intérêt du Lagrangien, c'est qu'il va exprimer l'optimisation. Donc je vais avoir qui va dépendre des variables q et de multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange, je vais les appeler θ, justement. Et qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, le Lagrangien, c'est la valeur de la fonction qu'on va maximiser ici, c'est-à-dire l'intégrale de q de x log de q de x dx, plus la somme sur... Alors, je vais vous le faire coordonnée par coordonnée parce que ça sera plus facile au départ. Donc, somme de k égale 1 à m. Pour chaque contrainte, j'ai un multiplicateur de Lagrange θ qui me donne la différence entre la fonction linéaire, c'est-à-dire l'intégrale de q de x phi k de x dx, et la valeur que doit prendre la fonction linéaire, c'est-à-dire l'espérance de la fonction phi k. Et puis, j'ai ma dernière contrainte qui me dit que l'intégrale doit être 1, donc j'ai un θ0 fois l'intégrale de q de x dx moins 1. OK, et puis maintenant c'est parti, on calcule les dérivées. Alors les dérivées, c'est au sens de Fréchet, mais pensez ça comme une somme discrète. Donc je vais vous écrire pudiquement ça sous forme, mais ça c'est au sens de la forme linéaire. Par rapport à q de x. Donc, ici, quand vous faites... Alors, si je l'écris en q de x0. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la dérivée qui va vous donner moins log de q de x0. Et puis, la dérivée de log de q de x qui va vous donner 1 sur q de x fois q de x, donc vous allez avoir une constante. Alors, attendez que je dise pas tout. Oui, je vais avoir ma constante. Donc, je vais avoir moins 1. Et puis ensuite, je vais faire les intégrales. Donc, chacune des intégrales, je vais avoir, si je fais la dérivée par rapport à q de x0, ce que je vais voir apparaître, c'est phi q de x0. Donc, je vais avoir θk, et là, un q, donc θk fois phi k de x0. Ça disparaît. Et puis là, ici, j'ai un θ0. Et plus θ0. Et donc, ce que vous voyez, c'est que votre log de q de x, et j'ai une somme ici, excusez-moi, parce que ça c'est une somme sur tous les cas, k va de 1 à grand M. Donc le log de q de x, là j'ai un... Alors, je devrais avoir... si je mets l'entropie, j'ai un signe qui a sauté.
Oui. Donc log de Q de x, ça va être une somme sur K de 1 à m de θ K, phi K de x0, plus une constante qui va dépendre de θ0, qui est en l'occurrence plus θ0 moins 1. Alors, si je passe, je l'écris sous forme d'exponentielle, ça me dit que Q de x, je peux oublier le 0, ça va être une certaine constante. Ça, en fait, ça va me donner ma constante de normalisation. Je peux l'écrire sous cette forme-là, et θ0 moins 1, ce qui est en fait la constante de normalisation, fois E de la somme des θk, phi k de x0. Somme sur k. Et donc, ce que vous retrouvez, c'est que l'énergie, c'est bien une combinaison linéaire des phi k. Donc, alors j'aurais dû prendre, si je change le signe des θk, les paramètres, ça devient moins θk. Donc, autrement dit, les θ que j'avais, c'est moins les paramètres de ouais, je peux les laisser comme ça. Donc ça, je peux l'écrire comme z moins 1, qui va évidemment dépendre des θ, e puissance moins θ produit scalaire avec phi de x. Alors, si je le mets, c'est comme ça, et puis vous pouvez avoir le signe moins en changeant de signe des multiplicateurs. Donc, vous retrouvez votre expression. Autrement dit, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que finalement, cette forme paramétrique qu'avait proposée Fischer, qui consiste à dire je vais faire une maximisation de la vraisemblance sous contrainte de mon modèle, dans le cas linéaire, ça revient en fait à trouver la distribution d'entropie maximum qui satisfait les contraintes de ces moments. Et distribution d'entropie maximum, ça veut dire que vous, d'une certaine manière, les seules contraintes que vous imposez, ces contraintes données par... si vous voyez phi comme des mesures, c'est des mesures moyennes, vous avez des mesures que vous avez pu calculer sur votre distribution de probabilité, c'est à partir des phi de xi, et ce que vous voulez, c'est trouver votre distribution de probabilité q qui a les mêmes mesures, et vous n'imposez aucune autre contrainte, et ça, vous l'exprimez en disant que l'incertitude modulo ces mesures est maximum, autrement dit, l'entropie est maximum. Voilà, ça c'est une autre façon de repenser ce maximum de vraisemblance. Et il y a une dernière petite propriété, ici, c'est que le maximum de vraisemblance, si on regarde la distribution du maximum likelihood, c'est-à-dire qui minimise cette quantité, eh bien, ça peut s'écrire comme l'entropie maximum, h de pθ étoile, moins l'entropie de P. Alors, comment ça se montre? Je vais le montrer. Puis, ce que ça dit, c'est que finalement, la distance de Kullback-Leibler, d'une certaine manière, c'est l'excès d'entropie du modèle. Comme on a vu là juste avant que ce qu'on fait, c'est que, étant donné des contraintes, on maximise l'entropie, eh bien, dans le cas le meilleur, l'entropie maximum sera égale à l'entropie de P. Ça, c'est toujours positif. On retrouve le fait que ça, c'est plus grand que ça. Et sinon, il va y avoir une erreur. Et cette erreur, elle s'interprète en termes d'excès d'entropie. Et c'est pour ça que je vous avais dit, ça, c'est lié au nombre de bits, parce que ce qu'on sait aussi en théorie du codage, c'est que l'entropie, c'est ce qui vous spécifie la taille d'un code optimal. Alors, comment on démontre ça? Ben, on calcule la distance de Kullback-Leibler à nouveau. Donc, la distance de Kullback-Leibler, pardon, la divergence, c'est, on l'a vu, moins l'entropie, je l'avais écrit, de P, moins l'espérance sur P de log de Pθ. Et ici, ce qu'on va avoir, ça va être donc moins l'espérance sur P. Alors, le log de Pθ,
ou moins log de Pθ, c'est log de la constante de normalisation, ce qu'on a vu juste avant, et plus U0. Mais U0, ici, on est dans le cas linéaire, c'est le produit scalaire entre θ et φ de x. Donc si je mets l'espérance là-dessus, ben, l'espérance de la constante de normalisation, ça me donne toujours l'espérance. Ça, c'est linéaire, donc ça va être la même chose que l'espérance de φ de x. D'accord? Et l'espérance de φ de x, comme je suis précisément sur le point de maximum de vraisemblance qui satisfait la contrainte qui est que son espérance Pθ étoile, c'est la meilleure distribution, c'est la même chose que l'espérance de P, ben là, je peux le remplacer par l'espérance. Donc ce que je vois ici, c'est que l'espérance de P de log de Pθ, donc c'est log, j'aurais écrit pour que ce soit plus clair, lag de 0, et puis ici je suis donc le θ étoile, transpose, l'espérance par rapport à Pt étoile, ces deux espérances elles sont égales, de φ de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai remplacé P par P étoile, et donc ça veut dire que ça, en fait, c'est la même chose que Pθ étoile. En fait, en quoi est-ce que ceci dépend de la distribution P? C'est à travers cette espérance. Mais ça, c'est la même chose que l'espérance de P de θ étoile, et donc vous vérifiez que ça, c'est égal à ceci. Et ça, c'est quoi? C'est l'intégrale, donc je vous le dis, par rapport à la distribution P de x de log de P de x, et puis j'ai mon signe moins qui est ici, et donc ça c'est quoi? C'est l'entropie. Donc là, qu'est-ce que vous avez montré? C'est que cette quantité-là, dans le cas, je suis dans le cas de Pθ étoile, ça c'est l'entropie de P de θ étoile, et donc je retrouve ma formule moins h de P plus ceci. Donc c'est bien ça. Donc ce qu'on voit, c'est que le problème, c'est que dans un modèle comme ça, le nombre de contraintes n'est pas forcément suffisant pour entièrement spécifier la bonne probabilité. Donc du coup, on définit une distribution qui a trop d'entropie. Donc si on pose le problème en termes inverses, le problème en termes inverses, c'est-à-dire quel est le bon feature vector? Le bon feature vector, c'est le feature vector qui va au mieux spécifier mes données. Au mieux spécifier les données, c'est-à-dire qu'on espère, c'est qu'avec cette spécification, je peux retrouver une très bonne approximation de P. Et une autre manière de le dire, c'est que cette spécification va donner le plus d'informations possible, autrement dit, va réduire l'entropie du modèle. D'accord? Le meilleur modèle, c'est celui qui définit un modèle avec le moins d'entropie possible, étant donné un nombre de mesures fixées. Voilà, donc ça conclut rapidement la vision théorie de l'information du maximum de vraisemblance. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret en lien avec un exemple que j'avais vu, qu'on avait regardé sur la physique, et puis on va passer au score matching. Alors, je vais peut-être plutôt d'abord donner l'idée du score matching et ensuite on va prendre l'exemple. OK, alors ici, le problème, il vient d'où? Et puis on va prendre l'exemple après, c'est-à-dire dans le calcul qu'on avait fait avant, je ne sais pas si je l'ai effacé. Oui, je l'ai effacé quand même. Le problème, il vient de la descente de gradient. La descente de gradient, elle est nulle part. Pas de chance, je l'ai effacé. Oui, je l'ai effacé, il était dans le tableau là. La descente de gradient, le problème, il vient du fait qu'il faut calculer ce gradient ici. Et pour calculer ce gradient ici, il faut calculer cette espérance. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on n'a pas envie de calculer parce que ça demande d'échantillonner la distribution de probabilité.
Maintenant, on peut revenir au calcul, d'où elle vient, cette espérance. Quand on avait calculé le L de θ, ce qu'on a vu, c'est que ça, c'était moins l'intégrale. Le likelihood, c'est l'intégrale de P de x, log de P de θ. Et log avec le signe moins, ça nous donnait le log de zθ0, la z de θ, plus l'intégrale de uθ de x dx. Quand on calcule le gradient par rapport à θ de ça, ce n'est pas un problème. Ce qu'on a vu, c'est que ça nous donne l'espérance de P du gradient de uθ. Ça se calcule à partir des données. Le problème, il vient de là. Quand on calcule le gradient de ça, c'est ça qui nous donne ce terme P de θ, gradient de uθ. Et c'est ça qu'on ne veut pas calculer. D'accord? Avec un signe moins. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est virer la constante de normalisation. La constante de normalisation, elle est difficile. C'est le problème, toujours, parce que la constante de normalisation, en fait, elle se calcule à partir de cette intégrale. Et donc, on voit qu'à chaque fois, quelque part, il va falloir, chaque fois qu'on change θ, à chaque fois, il faut recalculer indirectement la constante de renormalisation. Et cette somme, eh ben, elle se calcule avec une intégrale de Monte-Carlo. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas faire. Alors, comment on peut faire ça? Il y a une idée, c'est de dire on va virer la constante. Donc, virer la constante, le problème, c'est que dans la distribution de KL, qu'est-ce qu'on fait? On a l'intégrale de P de x, et puis ça consiste à regarder la différence. Le problème, c'est la métrique. On regarde la métrique, la distance entre P et Pθ. Et ce que je regarde, c'est en moyenne la différence entre log P et log Pθ. Et dans log Pθ, à nouveau, eh bien, j'ai la constante de normalisation. Donc, on la vire. Comment on la vire? C'est une constante. Comment on vire une constante? On calcule une dérivée. Donc, on va calculer la dérivée. Donc, au lieu de regarder ça, eh bien, je vais regarder la dérivée de ça. Ça, par rapport à x. Attention, ce n'est pas par rapport à θ, par rapport à x de ceci, qui est une fonction de x. Et puis, je vais regarder le gradient par rapport à x de ceci, dx. Oui, mais si vous faites ça, vous n'allez pas avoir une quantité positive, ça ne donne plus une métrique. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais regarder la différence des gradients. Donc, on va regarder la norme au carré de la différence des gradients. D'accord? Si vous faites ça, c'est quoi le gros avantage? C'est que le gradient par rapport à x de log de Pθ de x, eh bien, ça va être la constante de normalisation à nouveau disparaît. Ça va être tout simplement le gradient par rapport à x de uθ. Plus de constante. Et donc l'idée, c'est de dire évidemment, ça ne s'appelle plus une divergence de KL. Vous lui donnez un nouveau nom. Et il se trouve que Fischer était encore derrière. Ça s'appelle la divergence de Fischer, parce qu'il avait introduit cette quantité d'informations de Fischer, y compris en 1923, sauf que là, il n'avait pas eu l'idée de l'utiliser dans ce cadre-là. Et vous regardez cette métrique et vous dites, OK, c'est ça qu'on va minimiser. Et ça, c'est l'idée. Alors, c'est étonnant qu'il ait fallu attendre 2005, Vaarinen, pour essayer ça. Donc, l'énorme avantage de ça, c'est qu'on va le voir, ça se calcule beaucoup plus facilement, plus besoin d'échantillonner. Mais évidemment, vous êtes en train d'optimiser un autre truc que la distance de Kullback-Leibler, qui était la métrique naturelle. C'est pour ça que ce genre de choses était gênant. En fait, ce genre de questions, elle ne vient pas à l'esprit si vous ne calculez pas. Parce que vous avez la bonne métrique, c'est la métrique, la divergence de Kullback-Leibler. Pourquoi vous embêter à aller vers une autre métrique qui est plus faible, qui est moins contraignante? Parce que ça se calcule beaucoup mieux, comme on va le voir. Et ça, c'est le critère qui est utilisé par ces algorithmes de score diffusion. C'est ce qu'on appelle du score matching, parce que ça s'appelle le score. Excusez-moi, il n'y a qu'un peu. Il y en a un qui est un grade P de θ moins P de x. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le score
de la vraie distribution, et ça, c'est le score de la distribution paramétrée. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est étudier le lien entre ces deux métriques, et c'est là qu'on va voir apparaître les constantes de log Sobolev. Ça, c'est assez joli parce que ça fait un lien avec tout un autre domaine en analyse qui sont ces équivalences entre métriques sur des fonctions. Et ça va être, et c'est pas juste pour le plaisir, c'est que la question qu'on va se poser, c'est ça qu'on fait en calcul. Est-ce que ça va nous donner la bonne solution? Est-ce que ça va converger vers le bon endroit? Et surtout, est-ce que ça va converger avec un nombre d'échantillons raisonnable? Le problème, ça va être généralement pas tellement est-ce que ça converge vers le bon endroit. Ça va être vraiment, est-ce que ça me demande beaucoup plus d'échantillons pour que ça converge ou pas? Et on va voir que oui, parfois, non, parfois, ça va bien marcher. Alors, je voudrais juste reprendre parce que ce que j'ai fait sur un exemple avant de passer à l'analyse du score à travers ces constantes de log Sobolev. Alors l'exemple, je vais reprendre en fait l'exemple que j'avais pris, je ne sais plus où je l'ai mis, Phi 4, l'exemple physique que j'avais pris. Bon, je vais vous le garder comme ça. Alors, on avait vu, il y avait une métrique assez naturelle en physique, la manière dont on définit les énergies, c'est d'introduire un terme qui est un terme d'énergie cinétique, s'écrit avec le Laplacien. Alors ça s'écrit comme la somme, si x c'est une image, par exemple, prendre des valeurs x de i, ça peut, si jamais vous le réécrivez en faisant une intégration par partie, ça va vous donner la même chose que x de i moins x de j carré pour tous les i de l'image et pour tous les j qui appartiennent à un voisinage de i. Autrement dit, si je prends mon image, je vais regarder la somme des différences au carré entre un point ici et tous les points voisins. Et ça, en fait, c'est l'énergie. Vous pouvez voir ça comme la somme des gradients de x au carré. D'accord? Ça, c'est le premier terme. Et puis, il y a un deuxième terme qui va introduire des contraintes. Et le deuxième terme, on va imposer, comme on l'avait vu la dernière fois, que ce soit un terme de potentiel scalaire. C'est-à-dire que ça va juste dépendre d'une fonction des valeurs, donc j'ai la somme sur tous mes pixels de mon image, où V, c'est une certaine fonction de la variable qui est ici. La variable, si je l'appelle T, je vais avoir un potentiel, et le cas que j'avais montré, c'était le cas Phi 4, où les valeurs étaient minimum pour moins 1 et 1, donc quelque chose qui est non convexe. Et l'idée, c'est que, évidemment, ce qu'on veut toujours, c'est minimiser l'énergie, parce que, souvenez-vous, P de x, à une constante près, c'est puissance moins u de x. Donc on veut minimiser l'énergie, ça veut dire qu'on veut un état probable. Minimiser l'énergie, ça veut dire que le point de l'image, alors là je vais mettre une constante bêta, un point de l'image, et puis là il y a un signe moins du coup, est proche des valeurs de ses voisins, mais d'un autre côté, les points de l'image, on ne veut qu'ils soient égaux soit à 1, soit moins 1. Donc il y a une espèce de contradiction parce que si jamais vous avez des fluctuations, eh bien, vous allez de temps en temps passer de 1 à moins 1. Ça va forcer à passer de 1 à moins 1. Donc tout dépend l'amplitude relative de ces deux termes. Et quand on est dans une situation où la température est très élevée, eh bien, bêta est petit et ça ne compte pas. Donc tout va fluctuer. Moins 1, 1 de façon aléatoire. Quand bêta va augmenter, eh bien, les choses vont devenir
plus régulière. Voilà, donc vous avez un phénomène physique et tout ce que vous mesurez, c'est des exemples. Donc ça, c'est ce qui décrit un champ, la distribution des spins dans un matériau ferromagnétique. Et puis vous avez des observations. Et en fait, votre problème, c'est de trouver la loi physique. Vous avez une vague idée que ça doit s'écrire comme ça, mais vous ne le savez pas exactement, ni vous connaissez éventuellement même pas cet opérateur-là, et vous ne connaissez pas V de x. Donc si on fait de l'apprentissage, on ne vient pas avec l'énergie, on vient avec les données, et on doit calculer l'énergie. C'est en ce sens que le problème est différent par rapport à la physique, c'est que vous n'avez pas quelqu'un qui a étudié pendant des centaines d'années le problème, quoi quelqu'un ou une famille, mais vous arrivez directement avec les données et vous lancez. Alors comment vous faites ça? Ce que vous faites, c'est que vous définissez un modèle. Un modèle, c'est-à-dire vous allez définir une famille d'énergie. Alors vous savez quand même, et c'est là que l'information a priori rentre, qu'a priori vous avez deux termes. Que vous avez un premier terme quadratique, de toute manière vous pouvez toujours l'imposer dans votre modèle, donc vous allez dire j'ai un premier terme qui va être 1,5 de x transpose, mais je ne connais pas la matrice K, ça c'est finalement un modèle gaussien. Si l'énergie c'était juste ça, vous diriez vous avez une énergie d'un modèle gaussien. Donc ok, vous ne le connaissez pas, mais vous avez une matrice K. Deuxième chose, vous allez imposer que ce soit un potentiel scalaire. Vous ne connaissez pas la valeur de V, donc, vous allez la paramétrer. Il va falloir trouver une fonction paramétrée dx de i. OK. Alors, on continue. Vous avez un champ, par contre, a priori, il est stationnaire, parce qu'il n'y a rien de spécial qui se passe à gauche ou à droite. Donc, si c'est stationnaire, ça veut dire quoi sur K? Ça veut dire que la matrice qui est derrière, ça va être un opérateur qui est invariant par translation. Donc ça va être un opérateur de convolution. Donc vous faites votre modèle. L'opérateur de convolution, ça veut dire que donc normalement x transpose Kx, c'est quoi? C'est la somme, donc Kx, déjà, c'est un vecteur, c'est la somme sur I des K de Ij fois X de J. Hop, d'accord? Ça, c'est Kx. Je multiplie le vecteur x par la matrice K dont les entrées sont les K de Ij. Et maintenant, je fais le produit scalaire avec x. Donc, ça va me faire une somme sur I et sur J des x de I, K de Ij, x de J. OK, maintenant, vous savez que votre problème est stationnaire. Donc, si le problème est stationnaire, vous allez imposer que K de Ij, c'est K de I moins J. Et puis, vous faites de la physique, donc vous savez qu'a priori, les interactions sont locales. Donc, a priori, K, ça va donc être défini par un certain K de taux, avec K de taux qui va être égal, disons, à 0 pour taux plus gros qu'une certaine constante, je ne sais pas, C. D'accord? Donc, vous avez un petit noyau, et c'est le noyau de convolution. En l'occurrence, si c'est le Laplacien, C, c'est 3 par 3. Hein, vous faites une discrétisation d'un Laplacien. Et là, vous ne le savez pas, vous mettez une constante. Et donc, voilà. Donc, vos paramètres, déjà que vous ne connaissez pas, c'est les K de taux. À l'intérieur, ce que vous avez besoin, c'est de trouver K de taux pour taux plus petit que la constante. Et puis, maintenant, vous avez aussi cette fonction V de t. La fonction V de t, vous ne la connaissez pas non plus. Donc, comment on fait pour l'estimer, à votre avis? Vous avez une fonction que vous ne connaissez pas, et tout ce que vous savez faire, c'est de l'estimation paramétrique.
Vous la paramétrisez. Comment est-ce qu'on paramétrise une fonction? On la décompose dans une base. Vous prenez une base de fonctions, par exemple des fonctions constantes par morceau, vous allez prendre V de t, et vous allez la décomposer avec des paramètres que je vais appeler par exemple gamma, dans une base de fonctions. Par exemple, la base de fonctions, si vous voulez faire par exemple une approximation linéaire par morceau, comme ça, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme fonction? Bah, pour Roca, vous pouvez par exemple prendre comme fonction un relu, hop, quelque chose comme ça, translaté en TK ou en BK. Donc, je peux prendre pour Roca de T le max entre 0 et T moins BK. D'accord? Ça, c'est un rectificateur. Et si je fais une somme comme ça, vous vérifiez, vous avez une fonction linéaire par morceau. D'accord? Vous pouvez prendre autre chose. Hein. Vous auriez pu prendre, même pour faire des fonctions linéaires par morceau, des chapeaux. Vous auriez pu faire des combinaisons linéaires de polynômes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes en physique, vous faites des combinaisons linéaires de polynômes, parce que c'est ça qu'on sait bien manipuler. Si vous êtes en machine learning, vous faites une combinaison linéaire de relus. Ce qui a un avantage, on mentionnera juste en passant, c'est qu'à l'infini, ça va grandir linéairement, pas avec des grands exposants, ce qui stabilise des calculs. Mais voilà, donc voilà ma fonction V gamma. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? Bah, finalement, ça, si je reprends mon noyau sous forme de K de I moins J, ça, je peux le réécrire si je fais un changement de variable taux égale I moins J, comme K de taux. Ça va être du... pardon, si j'avais ici taux égale I moins J, donc J, ça va être du I moins taux. Non, je vais l'écrire en J moins I. Oui, ça m'étonne. J'avais du taux, c'était du I moins J. Donc J, c'est I moins taux. OK. Il y a un truc qui est bizarre quand même. Taux moins I, j'aurais préféré le contraire. On va faire le contraire. Je vais dire que taux, c'est du J moins I. Du coup, ça fait... Ah non, c'est bon. OK, I moins taux. Alors, si je sors, excusez-moi, ça me fait une somme sur taux de K de taux. Et puis là, j'ai une somme sur I de X de I. X de I moins taux. Là, ça, ce qu'on reconnaît, c'est un produit de convolution entre X et, alors là, je vais aller, j'ai 1 minute, X tilde, ou X tilde de I, c'est X de moins I, pris en taux. Et là, ce que vous avez, c'est... non, ça ne va pas du tout, là. J'avais une somme sur I, somme sur... Non, attendez, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une somme de K de I moins J. Ça, c'était du J moins I, J moins taux. Donc ça... Ah, excusez, attendez. Somme sur I, somme sur taux, ça me fait bien... Oui, ça c'est une K de taux. Oui, excusez-moi, c'est bien K de taux. Somme sur taux. Et ça, vous pouvez le voir comme le produit scalaire entre le vecteur K
et le vecteur i convolé avec x tilde. OK. Ici, cette quantité-là. Alors, ça me donne le terme bilinéaire. Je vais revenir sur le terme du potentiel scalaire. Le terme du potentiel scalaire, c'était V de x. Ce que je veux calculer, c'est la somme des V des x de i. Ce que je vais faire, c'est je vais paramétriser ceci en les approximant chacun des V par un V gamma. Des x de i. Le V gamma, qu'est-ce que c'est? Ben ça, si je veux, j'ai une fonction paramétrée, ça je peux le voir comme le produit scalaire entre le vecteur gamma de tous les gamma k et un vecteur que je vais appeler ρ comme ceci de t, où ρ de t, c'est tous les ρk. D'accord? Ça, je peux le voir comme c'est une somme sur k, comme le produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur-là. Donc si je le mets là-bas, ça va me donner le produit scalaire entre gamma et la somme sur i de mon vecteur ρ pris en x de i. Ça, c'est une fonction de x. D'accord? C'est un vecteur. Je vais appeler par exemple gamma de x. Ou qu'est-ce que c'est que gamma de x à nouveau? Si je le réécris, ça va être un vecteur. Chacune des composantes, c'est la somme des ρk des x de i, somme sur i, et j'en ai un certain nombre, m'. Donc j'ai un produit scalaire entre gamma comme ceci. Donc ça, c'est mon potentiel. Et maintenant, ce que je veux, c'est approximer toute l'énergie. Ben, toute l'énergie, je l'approxime avec d'un côté ce premier vecteur, qui me donne les termes quadratiques, et ce deuxième vecteur qui me donne le potentiel scalaire. Donc ça, vous pouvez le voir comme un θ produit scalaire avec un phi de x. Ou qu'est-ce que c'est que θ? Ben, θ, c'est les deux paramètres. C'est le paramètre qui vous donne le noyau, c'est le noyau de convolution, et c'est le paramètre qui vous donne le potentiel scalaire. Et phi de x, c'est quoi? Eh bien, vous avez deux familles de fonctions. D'un côté, une fonction quadratique du champ ou de l'image, qui est la convolution de l'image avec elle-même, et de l'autre côté, les relus, c'est-à-dire les gamma de x qui ont été moyennés sur toute l'image. Et vous avez un modèle paramétré. Et maintenant, vous déroulez tout ce qu'on a fait. Vous prenez vos données, vous calculez le likelihood, vous le minimisez. Le minimiser, ça va consister à minimiser les likelihood. Autrement dit, trouver le paramètre θ tel que ceci soit égal à l'espérance par rapport à la distribution P, et vous calculez les θ. Et vous avez un modèle de physique. D'accord? Donc vous partez des données, vous avez une information a priori quand même, parce qu'on a dit que le point clé, c'est qu'on a établi un modèle. Mais ça, c'est un modèle non linéaire, avec une composante quadratique, une partie de relus, avec des biais, d'accord? Donc vous pourriez voir ça comme un espèce de réseau ultra simple, sauf qu'il y a une partie quadratique et dans les réseaux, il n'y a pas de partie quadratique. Et vous faites une descente de gradient sur vos paramètres, vous rentrez votre base de données, vous fitez vos paramètres et vous obtenez à la sortie l'énergie du modèle physique, en tout cas une approximation du modèle physique. Okay? Évidemment, ce que vous avez envie de faire ensuite, c'est générer des
des nouvelles données, et pour ça, il va falloir échantillonner Pθ de x. Alors, ceci étant, comme je le disais juste avant, pour faire ça, pour faire l'optimisation avec le maximum likelihood, de toute manière, il faut faire de l'échantillonnage, c'est très long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la fois prochaine? On va revenir sur le score matching, on va vraiment l'étudier plus en détail pour voir comment est-ce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite en termes de calcul en évitant tout l'échantillonnage qu'on a besoin de faire avec le maximum likelihood. En même temps, on va voir que quand on a des problèmes comme celui-là qui sont non convexes, il faut se méfier parce que ça peut être très très imprécis. Et donc c'est là qu'on va voir ces constantes de log-Sobolev qui vont nous spécifier cette précision. Une fois qu'on a fini ça, on va attaquer l'échantillonnage, et donc là, c'est tout un chapitre. Voilà, on va s'arrêter là. Dans 10 minutes, il y a un superbe exposé qui va être fait par Marie-Lou Gabrier sur justement les systèmes physiques à l'équilibre. Donc c'est dans 10 minutes. Voilà, vous avez 10 minutes de pause. Je vous remercie. Ah, il y a les signatures comme d'habitude. Les A sont à gauche, les Z à votre gauche, et les Z seront à droite.